Merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai choisi de m'asseoir. Je ne suis pas sûre qu'à cette hauteur-là, je vais voir bien l'écran, mais enfin, je vais faire des petits allers-retours. On va se débrouiller. Donc, moi, je vais vous parler des engagements de la France. Donc, en fait, de la situation que vous a décrite Jean-Luc, vue des pouvoirs publics. En premier lieu, et avant de m'exprimer, je voudrais, devant vous, excuser Madame la ministre Ségolène Royal, qui regrette de ne pouvoir se joindre à vous, à nos travaux, qui tient à vous renouveler l'attention qu'elle porte et le soutien qu'elle porte à vos travaux, qui sont très importants pour la transition énergétique et bas carbone. Je reviendrai tout à l'heure sur un autre message de sa part. De mon côté, je vais aborder 3 questions aujourd'hui. La première question, c'est la comptabilisation des forêts dans les engagements climat, qui est un sujet complexe et assez peu partagé, mais néanmoins très important pour l'avenir. La deuxième question, c'est la cohérence entre les engagements pris et les politiques publiques, vaste débat. Et la troisième question, c'est comment mettre en œuvre, d'abord peut-être comment élaborer, mais comment mettre en œuvre ces politiques publiques, à la fois côté État et côté filière. Alors, est-ce que ça marche? Mais oui, ça marche, c'est parfait. Voilà, donc première question, je vous ai mis un petit texte, et ce petit texte est un texte qui sort d'un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, auquel j'ai participé, qui fait bien la transition avec le propos de Jean-Luc. Quand on parle de comptabilisation du secteur des terres auquel appartient la forêt, il faut avoir en tête 2 éléments. Premièrement, l'incertitude des estimations, et deuxièmement, la complexité des phénomènes. On est là sur du vivant, sur des phénomènes qui sont planétaires, et donc il est très difficile de les aborder. Aujourd'hui encore, il y a des incertitudes et des approches qui ne sont pas cohérentes, qui sont à la fois scientifiques mais pas cohérentes entre elles, et c'est normal parce qu'on cumule, si vous voulez, des niveaux d'incertitude sur des très grandes échelles. Alors les grands chiffres, peut-être le schéma n'est pas très net, mais là vous avez ce qu'a décrit Jean-Luc, c'est-à-dire les émissions et les absorptions. Tout ce qui est au-dessus de la ligne horizontale 0, ce sont des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez en gris celles qui sont dues aux énergies fossiles et à la fabrication de ciment. Et puis en jaune, celles qui sont dues à ce qu'on appelle le changement d'usage des sols. Voilà. Et puis au-dessous de la ligne des abscisses, vous avez les puits de carbone. Alors les puits de carbone, il y en a 3. Il y a les océans qui absorbent du CO2 en permanence et qui d'ailleurs s'acidifient avec l'absorption du CO2, comme vous le voyez sur la droite de la courbe. Plus ça va, plus il y a de carbone absorbé par les océans. Il y a en vert ce qui est absorbé par la biomasse, par le secteur des terres. Le puits forestier fait partie de cette bande extrêmement variable que vous voyez, qui se déroule, qui est en vert. Et puis entre les deux, la résultante, c'est l'enrichissement en gaz carbonique de l'atmosphère, qui est en bleu. Voilà, donc ça c'est relativement parlant comme image statique pour expliquer la dynamique qui est à l'œuvre. Je vous ai mis les grands chiffres en bas de la slide, je n'y reviens pas. Évidemment, ces chiffres sont à plus ou moins 4-5% de précision. Mais en gros, le protocole de Kyoto, dans lequel se trouvent la France et l'Europe, c'est maintenant 15% des émissions mondiales. L'Europe, en ordre de grandeur, c'est 10%. La France, c'est 1%. Je pense que c'est important d'avoir ces idées en tête et ces ordres de grandeur en tête parce qu'ils ne sont pas toujours très partagés et très médiatisés. Alors, comment comptabilise-t-on les forêts dans la période Kyoto 2? La France et l'Europe sont engagées dans le protocole de Kyoto, dans une période qui est la deuxième période d'engagement, qui est 2013-2020. Eh bien, la forêt, elle est comptée dans un secteur qui est à part de celui des activités économiques. Vous avez le transport, l'énergie, le bâtiment, etc. Et puis, dans un secteur à part, où justement se déploient des phénomènes qui sont complexes, on a mis le secteur de l'utilisation des terres, de leur changement et de la forêt. Alors, au niveau européen, on a eu une décision dont je vous ai donné les références, relative aux règles comptables. Et en France, on utilise 2 formes de rapportage qui sont compatibles avec nos engagements. L'engagement dans la Convention climat, d'une part, donc ce qu'on appelle le format CNUC, et puis l'engagement dans le protocole de Kyoto, format protocole de Kyoto. Et ces 2 formats, ces 2 modalités de comptabilisation sont très différentes. L'une est fondée sur
les sols, ce qu'on appelle une approche land-based, c'est-à-dire qu'on fait une photographie de l'affectation des terres et on compte ce que chaque hectare de terre absorbe ou émet. Et puis, dans le format protocole de Kyoto, on a une comptabilité activity-based, c'est-à-dire qu'on considère que les émissions sont anthropiques et sont liées à des activités. Gestion forestière, boisement, déboisement. Il s'ensuit des différences de chiffres sur lesquels je ne vais pas évidemment détailler parce qu'on est relativement pris par le temps, mais vous voyez que la forêt se trouve à un puits forestier qui peut être évalué dans un cas à 65 millions de tonnes équivalent CO2, c'est le rapportage Convention climat, et dans l'autre cas à 52, c'est le rapportage protocole de Kyoto. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que, et c'est la slide d'après, la forêt se trouve dans un secteur où il y a aussi des émissions. Et donc en France, vous avez ici le puits de carbone du secteur des terres. Tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses, ce sont des émissions. Vous avez donc les cultures en jaune, les zones urbaines en gris, qui sont autant d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis vous avez en dessous de l'axe des abscisses, eh bien, les occupations du sol et les absorptions, le puits, ce qu'on appelle le puits de carbone. Vous voyez que le puits de carbone des prairies en France a tendance à diminuer. Vous voyez que le puits de carbone des forêts, tout en bas en vert, a tendance à augmenter. Et la résultante de toutes ces courbes, c'est la courbe noire, qui est donc un puits de carbone du secteur des terres, qui a tendance à augmenter, mais moins que celui des forêts, puisque au-dessus de l'axe des abscisses, il y a des activités émissives. Voilà comment on rend compte des émissions-absorptions du secteur des terres, et ça c'est un format Convention climat, qui est un format qui présente un certain nombre d'approches un peu plus simples pour faire ce genre de graphique. Alors le rapport avec la COP21, eh bien, le rapport avec la COP21, c'est qu'à la COP21, on va décider des engagements pour l'après 2020. C'est bien ça le sujet. Depuis cette décision de l'Union européenne relative aux règles comptables, nous savons que le secteur de la gestion forestière des terres ne sera intégré dans la comptabilisation obligatoire que pour l'Union européenne qu'à partir de 2021. C'est-à-dire que la deuxième séquence du protocole de Kyoto jusqu'en 2020 va continuer de se dérouler avec une comptabilité du secteur des terres à part. Et puis, à partir de 2021, donc dans la perspective des engagements qui seront pris à la COP21, on va réfléchir aux modalités de répartition de ce qu'on appelle l'INDC. L'INDC, ce sont simplement les engagements. Les engagements de l'Europe ont été notifiés à la Convention climat. L'Europe s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990 en 2030. Ça, c'est l'essentiel de l'axe politique. Et puis, les modalités, eh bien, ces modalités, elles vont commencer d'être étudiées, élaborées, travaillées sur base d'un bilan des avantages et inconvénients des différents systèmes. Et c'est là qu'il est important que l'appropriation publique se fasse, qu'elle se fasse au niveau de la filière et qu'elle se fasse aussi au niveau de la société. Il faut sortir de ce débat d'experts dans lequel finalement on est depuis un certain nombre d'années et qui est lié aux modalités de la négociation climatique. Ce sont des phénomènes très complexes, ce sont des discussions qui sont évidemment partagées dans des enceintes internationales, mais ça n'est pas une raison pour que les grands enjeux liés à la comptabilisation ne soient pas plus appropriés. Il faudra donc faire participer notamment la filière à cette appropriation. Il faudra aussi apporter de la simplicité et de la visibilité aux engagements. Ça, c'est très important pour la cohérence, pour la crédibilité de la France et de l'Union européenne. Et puis, un autre sujet, qui est un sujet plus interne, c'est de se poser la question de l'optimisation carbone des 4 leviers dont a parlé Jean-Luc, le levier de séquestration dans les forêts, les leviers de substitution à l'énergie et aux matériaux, et le levier du stockage dans les produits. Pour le moment, on en est vraiment à, je dirais, défricher le terrain. Voilà. J'en arrive à la question numéro 2. Alors là, je vous ai mis un petit texte qui vient du GIEC, parce que c'est un petit peu l'alpha et l'oméga, et ça reprend un peu ce qu'a dit Jean-Luc. Finalement, il faut une gestion forestière qui va être à la fois adaptative et atténuatrice, quelque part,
et comment est-ce qu'on fait pour que ces engagements-là ils soient en cohérence avec les politiques publiques qu'on va mettre en œuvre. Ça, évidemment, c'est la question la plus importante. Cette slide, elle est juste pour vous rappeler ce qu'on fait au niveau communautaire. J'espère que le représentant ici présent de la Commission ne va pas me dire que je me suis totalement trompée. Depuis 2008, on vit sur un paquet énergie-climat européen dit des engagements des 3x20. En 2011, vous avez ce schéma qui a été réalisé par une étude de la Commission européenne qui montrait, c'était juste avant la négociation sur les engagements 2030, qui montrait que le compte n'y était pas. C'est-à-dire que la feuille de route pour réduire et pour être dans le facteur 4 en 2050, ben, si on restait dans la politique actuelle, on restait sur la courbe rouge, et cette courbe rouge, elle ne permettait pas d'atteindre l'objectif. Et donc, on a eu tout un travail communautaire et national, et on a abouti aux engagements de l'Union européenne, moins 40% de GES en 2030 par rapport à 1990, ça permet de rattraper la feuille de route, de revenir sur la vraie courbe en 2030. Et ça, c'est donc tout à fait important comme geste politique. Après, que se passe-t-il en France? Eh bien, en France, on est évidemment solidaire et tenu par les engagements communautaires. On a notre propre calendrier avec un débat national sur la transition énergétique qui a eu lieu en 2013. Vous avez ici sur ce schéma les 4 familles de scénarios énergétiques qui ont fait appel à beaucoup de biomasse, en particulier la courbe verte et celle du scénario efficacité énergétique qui était le scénario présenté par l'ADEME. Et vous voyez que tous ces scénarios font appel d'une manière plus ou moins intense à l'augmentation de l'utilisation de la biomasse pour arriver à boucler les équations énergétiques. La loi de transition, enfin, la loi de transition de 2015, a affiché l'objectif de moins 40% de GES en 2030 par rapport à 1990 et de moins 75% de GES en 2050, c'est-à-dire les objectifs du facteur 4. On est donc dans une cohérence parfaite entre les engagements pris au niveau français, communautaire, et la feuille de route globale pour maintenir à 2 degrés l'augmentation de la température, puisque tout le monde a bien fait le lien entre le facteur 4 et cette limitation à 2 degrés. Alors maintenant, parlons un peu des politiques publiques et de leur convergence. Je vous ai mis là 4 chantiers qui sont en cours, suite à la loi de transition ou suite à la loi sur l'agriculture et la forêt. Le chantier de la stratégie nationale bas carbone, c'est le rôle de cette stratégie qui a été voulue par la loi de transition que de définir des objectifs de réduction par secteur. Vous voyez les objectifs de réduction à 2028 de différents secteurs. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres chantiers, chaque politique sectorielle devant reprendre à son compte les objectifs nationaux. Alors, le chantier du programme national de la forêt et du bois, qui est un programme élaboré par le ministère chargé des forêts, chargé de l'agriculture, qui va donc fixer pour les 10 ans qui viennent un objectif de prélèvement et fixer les modalités qui vont permettre de conjuguer l'adaptation et l'atténuation, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est évidemment un chantier qui est à la fois piloté par le ministère de l'Agriculture, mais extrêmement interministériel dans sa préparation. Vous avez aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va être un chantier de 2016 et qui fera une part à l'usage énergétique de la biomasse. Vous avez la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui est la transcription concrète sur le territoire qui va être régionalisée de la manière dont on réalisera et consolidera entre les différentes régions les usages énergétiques et matériaux de biomasse. Donc c'est aussi un chantier qui est devant nous. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la volonté politique est forte d'obtenir une parfaite convergence de ces différents exercices, ce qui suppose évidemment un travail interministériel absolument important. Ne pas oublier évidemment que la gestion doit toujours être durable et plurifonctionnelle, multifonctionnelle, et qu'on est donc dans un raisonnement global, adaptation, atténuation. Alors, quels sont les usages du bois dans la transition? Là aussi, on peut faire un petit zoom un peu sous forme de calendrier. Entre 2009 et 2015, on avait vécu sous, je dirais, l'élan
du paquet énergie-climat. Donc on a développé les usages énergétiques. Je vous donne quelques chiffres qui vous montrent qu'avec la moitié des crédits du Fonds Chaleur, entre 2009 et 2014, on a fait à peu près les 4/5 des TEP produites nouvelles par le Fonds Chaleur. Donc le bois énergie, c'est une énergie pas chère par rapport aux autres énergies renouvelables. C'est déjà un premier constat. Mais ce constat, il commence à se limiter par un certain nombre de difficultés. Le fait que la récolte de bois n'a pas augmenté dans les proportions qu'on aurait souhaité, qu'il y a donc des concurrences avec les usages industriels et qu'il y a aussi des controverses sur la question du carbone biogénique. Jean-Luc en a un peu parlé. Sur la période qui vient de se passer depuis 2010, on a plus avancé sur la question des avantages carbone du bois matériau. Jean-Luc vous en a parlé. Les coefficients de substitution, ça ressort d'études européennes de développement d'approches en analyse de cycle de vie sur un certain nombre de produits et d'usage de produits. Donc on se rend compte que la substitution matériaux, elle est aussi très intéressante. Et puis, troisième phase, la phase qui est à venir, c'est celle de l'économie circulaire et des usages en cascade. Pour optimiser le bilan carbone, il faut être capable, comme l'a dit Jean-Luc, de valoriser le bois qui est produit dans toutes ses utilisations, matériaux, recyclage, énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement difficile à faire. Ce sont des constats qu'on commence à travailler maintenant. Je passe rapidement sur les travaux, par exemple, sur la future étiquette environnementale du bâtiment, mais vous voyez, Madame Pinel en a parlé, qu'à travers la performance environnementale du bâtiment, ce secteur est en train de rentrer dans la stratégie nationale bas carbone, est en train de se poser les bonnes questions sur la manière de réduire les émissions du secteur, soit par la construction neuve, soit par la réhabilitation des bâtiments. Un autre chantier très important, au plan national et communautaire, c'est le futur paquet économie circulaire. Là aussi, la loi de transition nous donne un guide. Nous avons une stratégie nationale et européenne des ressources à mettre en place et nous avons à privilégier des usages en cascade et à tenir compte du caractère renouvelable ou non des ressources sur lesquelles les stratégies vont être construites, élaborées. Parce qu'on ne gère pas une ressource renouvelable comme la forêt, comme on recherche d'autres ressources qui ne le sont pas. Donc tout ça, ce sont des travaux à venir. Question 3, et donc ce sera la dernière partie de mon propos. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement? Vous avez deux visions dans le petit texte qui vous est présenté. Deux visions qui sont à la fois vraies, l'une qui regarde, si j'ose dire, un peu dans le rétroviseur, et puis l'autre qui regarde en avant. La première vision, c'est celle d'un rapport d'information du Sénat qui est paru cette année et qui dit qu'on est dans un modèle économique de pays en développement avec un déficit commercial de 6 milliards par an. C'est absolument vrai. Et puis la deuxième vision, c'est celle de Franck Matisse et Dominique Weber, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler sur le plan de la nouvelle France industrielle, et qui dit, ben voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas s'occuper des déficits de la filière bois, c'est construire des nouveaux immeubles qui correspondent à la demande des marchés, qui correspondent aux problématiques des villes durables de demain. Et pour ça, il faut utiliser du bois. Et il faut de l'usage construction et il faut de l'usage aménagement intérieur, de façon à valoriser tous les segments possibles de ces matériaux. Et ça, j'ai trouvé que c'était un rapprochement qui était assez intéressant. Je passe rapidement sur ces slides, mais elles montrent quand même que depuis quelques années, beaucoup de progrès ont été faits grâce aux efforts de la filière notamment, mais aussi grâce aux efforts des ministères. Le contrat stratégique de filière a été signé par 4 ministres en décembre dernier. Il est suivi d'un pilotage fin, je crois qu'on peut le dire, Monsieur le Président Charmasson, assez à l'écoute, assez attentif des préoccupations et des actions qui ont été déterminées en commun. Il ne faut pas oublier sur la droite de la slide la partie territoriale. Les problématiques forestières sont des problématiques territoriales. Il y aura des déclinaisons régionales dans les régions futures des exercices nationaux, et c'est à cette occasion-là qu'on rentrera dans la vie concrète de la forêt et du bois. Et donc, tout ça est bien tout à fait voulu et décisif. Je passe assez rapidement là-dessus parce que vous connaissez, je pense, ces images. Rompre avec un scénario tendanciel défavorable, c'est le constat de base du contrat de filière. On est à peu près, je pense, tous d'accord pour dire que ceci, c'est l'image du passé et qu'il faut se retrousser les manches pour que ça ne soit plus vrai à l'avenir. Alors, que fait-on dans l'avenir? Je terminerai là mon propos.
Eh bien, il faut, comme l'ont dit un certain nombre d'intervenants, il faut renouer avec l'investissement, parce que l'investissement, c'est la compétitivité. L'investissement à l'amont, c'est le fait de pouvoir remettre en gestion des forêts qui, pour le moment, ne le sont pas. Je voudrais faire un petit point sur l'appel à manifestation d'intérêt dynamique de l'ADEME, qui a été décidé à la demande de la filière et à la demande du contrat de filière en 2015. C'est le ministère de l'écologie qui, via le fonds chaleur de l'ADEME, a entièrement financé l'ensemble des projets. 24 projets sont lauréats, ils ont été retenus. Leurs mandataires seront prochainement réunis par la ministre, Madame Royal, pour faire le point de cette toute première action en faveur de la mobilisation du bois en forêt. Pour la suite, parce qu'évidemment, il faut une suite, pour la suite, il y a des discussions entre les ministères sur les modalités d'un nouvel appel à projet qui sera évidemment d'autant plus ambitieux dans son montant et dans ses réalisations qu'il pourra y avoir des contributions de la part de l'ensemble des ministères. Donc ça, c'est quand même la marque d'une dynamique, c'est le cas de le dire, tout à fait lancée. Mais il y a d'autres sources de financement. Il y a le Fonds stratégique bois, il y a le programme de développement rural avec des actions forestières qui sont entièrement régionalisées, sur lesquelles il convient de faire de la consolidation. À l'aval, il y a aussi une dynamique qui s'est enclenchée avec le plan de la Nouvelle France industrielle, j'en ai parlé, le plan de Franck Matisse et Dominique Weber, qui vise à construire des immeubles pilotes, démonstrateurs du savoir-faire français sur 10 à 15 niveaux dans des cœurs de ville. Et puis, il y a un certain nombre d'outils qui se sont mis en place et sur lesquels il faut des relais de croissance. J'ai parlé de la MIADEM, il y a le fonds bois de la BPI, il y a les instruments de capital développement, il y a un secteur qui apparaît stratégique, c'est celui de la première transformation, de la scierie, puisque, évidemment, c'est lui qui conditionne l'accès au marché des produits qui vont être issus de la sylviculture pour cette fameuse valorisation matériaux. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je suis frappée dans mon poste actuel par le dynamisme qui existe à l'aval, par le besoin, par l'envie de bois, par l'envie de construire en bois, manifestée par un certain nombre de territoires, par un certain nombre de professions. Il y a une association sur le bâtiment bas carbone qui vient de se constituer avec des grands du bâtiment. Il y a l'association Adif Bois qui réunit des professionnels du bâtiment sur la construction bois. Il y a beaucoup d'initiatives en cours dans les territoires, notamment avec la Fédération des communes forestières qui fait énormément de choses et les interprofessions nationales et régionales. Il y a un énorme élan. Il faut faire profiter de cet élan l'amont de la filière qui, pour le moment, est encore insuffisamment conscient ou insuffisamment préparé à aborder d'une façon collégiale les défis de l'avenir qui, évidemment, sont encore nombreux. Voilà, je vous remercie.